L'inflation aux États-Unis est derrière nous. Xi Jinping et Joe Biden se promènent ensemble comme des meilleurs amis. Les marchés ont rebondi très fortement. Est-ce que c'est le début de fameux rallye de Noël et comment en profiter? À cette question, nous allons répondre dans cette vidéo de Café de Dimanche. Bienvenue, c'est Pavel, c'est Mind Your Cash. Ici, nous parlons du trading et de la bourse. N'oubliez pas de vous inscrire en mettant la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et mes amis, le like, c'est super important pour me soutenir dans le développement de cette chaîne gratuite. Mind Your Cash, ce n'est pas uniquement YouTube, c'est Telegram où il y a bien plus d'informations utiles pour réussir en bourse et pour être informé. C'est une véritable source d'informations financière à laquelle je vous invite à rejoindre tout de suite. Toutes les informations sont à la description à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement de la macro comme on fait d'habitude dans les vidéos de Café Dimanche, nous allons également parler des relations sino-américaines et surtout des actions chinoises. Est-ce que ce sont les meilleurs instruments pour jouer le fameux rallye de Noël qui arrive paradoxalement très régulièrement d'une année à une autre? Chaque fois on observe ce mouvement de hausse des marchés à la fin d'année. Probablement cette année ça ne sera pas une exception et nous allons voir si on peut en profiter en jouant sur les actions asiatiques qui sont très sous-valorisées et très souvent massacrées sur les marchés actuellement. Allez, on commence. Bon, cette semaine, elle était très riche en événements macroéconomiques et géopolitiques notamment. Nous allons les passer en ordre. Nous allons commencer par l'inflation aux États-Unis. Il y a eu un rapport sur les CPI, Core CPI américain. C'est le principal indice qu'utilise la Réserve fédérale afin de déterminer sa politique monétaire. Et évidemment, c'est l'indice un des plus scrutés par les marchés financiers. Et donc, c'était une excellente surprise ce mardi, après la publication de cette statistique phare pour estimer où nous en sommes par rapport à l'inflation. Je vous rappelle évidemment, si vous n'êtes pas au courant, que les prix ont monté énormément depuis un an et demi. Eh bien, est-ce que ce problème est en train de se résoudre progressivement, ou bien nous sommes toujours dans une situation où l'inflation a complètement échappé de notre contrôle et nous allons vivre une véritable crise financière? Eh bien, la statistique de cette semaine, elle était très positive. Pratiquement sur toutes les publications, elles sont ressorties en dessous des attentes. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que l'inflation, elle a ralenti plus que ça a été prévu. Après, la différence par rapport au consensus n'était pas énorme. Nous restons quand même dans les chiffres d'inflation relativement élevés par rapport aux années dernières, mais en tout cas, la tendance, elle est très rassurante. C'est exactement à ça que le marché s'attendait, parce que nous vivons aujourd'hui un moment très particulier où la politique de la Réserve fédérale n'est pas claire du tout. Je vous rappelle que la Réserve fédérale a procédé à un cycle de hausse des taux sans précédent. Depuis de nombreuses décennies, nous n'avons pas vu ça. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau extraordinaire, au-dessus de 5% pour le taux directeur aux États-Unis. Évidemment, cela n'arrange personne et surtout, cela n'arrange pas les marchés financiers et les actions de la tech qui sont très sensibles au taux. Bref, aujourd'hui, c'était une semaine de fort rebond sur le fond de cette publication qui était perçue très positivement par les marchés parce que ça donne une visibilité et ça confirme le consensus dominant qui est présent actuellement dans les têtes des investisseurs, que finalement la Réserve fédérale est allée jusqu'au bout avec sa politique de hausse des taux et maintenant c'est soit le statu quo, soit la baisse des taux que les investisseurs attendent avec une énorme impatience. Parfois, j'ai l'impression que les investisseurs et les marchés financiers, dans leur ensemble, se prennent en focus un petit peu trop sur les statistiques de l'inflation, en oubliant un petit peu les raisons pourquoi cette inflation ralentit. Eh bien, ces raisons ne sont pas spécialement rassurantes. Effectivement, la Réserve fédérale, par sa politique de hausse des taux, elle a créé artificiellement une situation d'un ralentissement économique, probablement un ralentissement très fort. Est-ce que nous n'allons pas rentrer dans un autre excès maintenant? Ces dernières années, nous avons vécu l'excès de la croissance, donc on n'arrivait pas à ralentir la machine économique américaine. Est-ce que maintenant nous n'allons pas rentrer dans un excès de la décroissance de l'économie américaine où nous n'allons pas pouvoir la faire repartir?
Par exemple, la publication de Walmart de ce jeudi, elle va plutôt dans ce sens. Elle indique que malgré le résultat qui était très très bon publié par la plus grande chaîne de distribution américaine, ils disent pourtant que la consommation aux États-Unis dans son ensemble n'est pas rassurante juste avant les fêtes. Je vous rappelle que nous sommes seulement à une semaine de Thanksgiving et le Black Friday, et par la suite, ce sont les fêtes de la fin d'année qui commencent, où justement on consomme le plus pour les cadeaux, pour les fêtes, pour tout ce qu'on veut acheter à la fin de l'année habituellement. Et finalement, la consommation actuellement, elle n'est pas en bonne forme. Et donc c'est une très très mauvaise nouvelle parce que justement l'économie américaine se base largement sur la consommation. À voir, à voir. Mais souvent dans l'économie et dans le trading, on passe d'un excès à un autre. C'est assez courant et donc nous devons être vigilants quand nous faisons l'analyse avant de se réjouir ou bien avant de se décevoir trop. Le jour après la publication de CPI, nous avons eu un autre bloc de statistiques macroéconomiques, c'est les ventes d'État aux États-Unis qui sont ressorties légèrement supérieures aux attentes, et c'était au contraire le signe que l'économie va plutôt bien. Et donc maintenant, nous jouons plus ou moins l'équilibre entre ces deux publications. CPI, bien évidemment, c'est l'indicateur clé, parce que quelque part, c'est une référence pour la Fed. Je ne dis pas que la Fed regarde uniquement cet indicateur, mais les marchés et les automates de trading qui dominent très souvent les tendances des marchés, elles regardent principalement cet indicateur. Donc du coup, les marchés sont bien plus sensibles sur le CPI que sur les indicateurs comme Core Retail Sales. Bref, en tout cas, on peut constater que la politique de la Réserve fédérale en montant les taux, elle a donné ses fruits. Maintenant, nous voyons que effectivement l'inflation a bien ralenti, mais par contre, elle a ralenti pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On le verra dans les mois à venir. Ça sera une histoire pour le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons se concentrer plutôt sur le moyen terme, comment on peut profiter avant la fin de cette année, s'il y aura le fameux rallye de Noël ou pas, et s'il y aura, comment on peut le jouer. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup des actions chinoises et la raison, elle est évidente parce que nous avons eu une rencontre en Californie entre Joe Biden et Xi Jinping, évidemment dans un contexte géopolitique très très tendu, et probablement les actions chinoises, pourquoi pas, pourraient devenir un instrument le plus adapté de point de vue de profit and loss pour jouer justement ce rebond de marché à la fin de l'année qui arrive vraiment très souvent. Franchement, je vais partager avec vous un peu mon sentiment purement subjectif, c'est que je suis fasciné par ce mouvement de la fin d'année et de ce fameux Christmas Rally parce que c'est vrai que ça arrive très souvent. Je suis généralement très sceptique par rapport à toutes les explications de mouvements marché qui sont basées purement sur le calendaire, mais justement ce phénomène purement calendaire, il marche très très souvent. Depuis longtemps, je suis en bourse et dans la plupart des cas, effectivement, nous avons de telle ou telle manière en rallye de Noël. Évidemment, l'ampleur peut être différente. Il peut se réaliser plus tôt ou plus tard, mais quelque part entre début du mois de novembre et 31 décembre de l'année, nous avons très souvent un mouvement haussier très puissant. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de regarder côté l'Empire du Milieu, les actions notamment qui sont cotées aux États-Unis, parce que ces actions ont été massacrées ces derniers mois, et ces actions évidemment représentent le profil de croissance très dynamique. Et justement sur ces actions, il y a énormément de rattrapage à faire et on peut vraiment avoir des profits relativement rapides et relativement importants. Très rapidement par rapport à la rencontre de Joe Biden et Xi, j'en ai parlé beaucoup de la géopolitique ce dernier temps, j'ai fait une grande vidéo sur Israël et la Palestine et sur la solution à deux États la semaine dernière, donc j'ai eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs c'était assez impressionnant, j'étais vraiment étonné par le nombre de commentaires que j'ai reçus, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que quand même ces sujets vous intéressent. Donc là c'est purement de la géopolitique, et je vais vous faire un résumé très rapide. Joe Biden elle a déclaré que c'était une des rencontres les plus constructives qu'il a eues avec le leader chinois, et il y a eu évidemment la plupart des discussions autour de la géopolitique actuelle. C'est sûr qu'ils ont parlé de la Russie, l'Ukraine, de Taïwan, évidemment, ça ils ne le cachent pas. Forcément, ils ont pas parlé de Israël, donc on ne peut pas savoir en détail quelles sont les opinions de chacune des parties. Mais dans tous les cas, les deux leaders sont sortis de cette réunion avec un sentiment du progrès. En tout cas, que le dialogue reprend, et notamment dans la sphère militaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, on va essayer de voir du positif. Concernant le Taïwan,
Je ne suis pas du tout expert de ce sujet, donc je ne veux pas me prononcer comme je l'ai fait par rapport à la Russie, l'Ukraine, comme j'ai fait par rapport à la Palestine, Israël, le sujet où je ne suis pas non plus expert, mais que je suis de très près. J'avoue que Taïwan, je ne suis pas de très près, donc je ne vais pas rentrer en détail et faire aucun avis subjectif, juste les faits que je voudrais vous exposer. Donc Taïwan, c'est un pays qui s'est autoproclamé indépendant de la République populaire de la Chine, mais formellement, juridiquement, et c'est reconnu dans le monde entier au niveau international que Taïwan, ça fait toujours partie de la Chine. Après, il y a l'enjeu géopolitique qui est très complexe derrière, que les États-Unis, même si officiellement ils ne reconnaissent pas l'indépendance du Taïwan, ils quand même soutiennent, surtout militairement, la démarche de Taïwan pour leurs indépendances, pour leur lutte contre l'indépendance, et surtout, ils ont une posture qui est très similaire vis-à-vis la Chine comme ils avaient vis-à-vis la Russie quand la Russie attaquait l'Ukraine. Ils disaient que genre si vous allez rentrer en Ukraine, on va prendre toutes les mesures, on va soutenir l'Ukraine, etc., etc. Mais finalement, ils prennent presque la même position par rapport à Taïwan. Pourtant, eux-mêmes, officiellement, juridiquement, ils ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant. Vous savez, quand je ne sais pas, j'essaye toujours de tout simplement de suivre les lois internationales. Donc, dans quel état nous sommes de point de vue juridique? Qui a raison ou qui n'a pas raison? Parce qu'ici, on ne peut pas avoir des interprétations différentes. Et donc, pour moi, Taïwan, aujourd'hui, ça appartient de la Chine. Après, l'enjeu, évidemment, il est de taille parce que Taïwan, c'est la capitale des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, les semi-conducteurs, comme je vous disais, c'est un espèce de pétrole du XXIe siècle. Aujourd'hui, tout tourne sur les semi-conducteurs. Et en fait, le TSMC, qui est évidemment la société principale de Taïwan, c'est une base pour l'industrie des semi-conducteurs dans beaucoup de pays. D'ailleurs, je vais partager avec vous, j'ai vu un documentaire sur Arte il n'y a pas longtemps sur justement le sujet des semi-conducteurs. Il explique très bien en fait l'importance de TSMC, donc du Taïwan, dans toute cette chaîne de fabrication des processeurs et des semi-conducteurs dans le monde entier. Donc c'est pas uniquement une entreprise décorrélée par rapport aux autres, ça fait vraiment une partie intégrante, la partie clé de la fabrication des chips qui sont utilisés maintenant pratiquement dans tous les appareils, dans les smartphones, dans les voitures électriques, dans les solaires, dans les énergies renouvelables. On a besoin littéralement partout des semi-conducteurs. Et si jamais la Chine prend le Taïwan, le plus gros problème pour les États-Unis, c'est pas le destin des petits Taïwanais qui vont évidemment présenter comme la raison principale de cette défense de l'île. Je pense que la vraie raison, elle est largement économique, et c'est surtout que les États-Unis ne veulent pas perdre le leadership dans une industrie clé du XXIe siècle. Donc l'enjeu, c'est les semi-conducteurs. C'est pas l'enjeu humain ou c'est pas l'enjeu démocratique. Après, ils vont dans les presses, dans les communications, ils vont forcément utiliser ces arguments, sans doute. Mais il faut toujours comprendre le cœur du conflit. Le cœur du conflit, il est purement économique. C'est pour ça, encore une fois, je reste relativement positif. Et j'espère que ça ne va pas se transformer dans un banc de sang comme ça s'est transformé en Ukraine ou bien quand ça s'est transformé dans le Moyen-Orient. Donc ici, je pense, dès qu'on reste dans la sphère économique, il y a une place pour une négociation et les Chinois, traditionnellement, ils essayent de ne pas employer la force pour atteindre leurs objectifs politiques et géopolitiques. Donc voilà, ça c'était une parenthèse géopolitique, mais le résumé global de cette rencontre, elle est plutôt positive. Ça c'est le premier point. Par contre, Joe Biden, je ne sais pas pour quelle raison, il a quand même dit que c'est quand même un dictateur. Donc cette seule phrase, elle a évidemment gâché un petit peu l'ambiance après cette discussion avec le président chinois, qui était jusqu'à-là plutôt positive. Un autre point extrêmement important que Xi Jinping il a réaffirmé qu'il a le plan de récupérer le Taïwan et comme le dernier moyen, comme le moyen de dernier ressort, il avait dit qu'il peut le faire avec de la force. J'ai l'impression, bon évidemment, de manière, dans la mesure que je puisse le faire, en lisant tout simplement la presse publiquement accessible, j'ai l'impression que vraiment le point de divergence central sur la géopolitique, c'est justement le Taïwan. Est-ce que les États-Unis vont pouvoir céder sur ce point? Je doute.
parce que, encore une fois, il y a l'enjeu de semi-conducteurs énorme derrière. Les États-Unis, en même temps, ils essaient de changer cette situation, ils essaient de diminuer la dépendance de TSMC, ils essaient de récupérer une grosse partie de la fabrication aux États-Unis. D'ailleurs, c'est quand même frappant. Il y a 10 ans, je me souviens, quand j'ai commencé en bourse, le mot le plus à la mode, c'était la globalisation, justement. Toutes les entreprises les plus modernes, les plus évoluées, ils essayaient de décentraliser leur production à l'étranger, notamment en Chine, et aujourd'hui, nous observons le discours qui est complètement inverse. Voilà, donc quoi que l'on dise, on peut espérer qu'il y aura une certaine amélioration dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Peut-être cette amélioration ne sera pas très durable, mais en tout cas, elle sera suffisante pour alimenter les marchés financiers avec du positif à moyen et court terme et justifier ce rallye de Noël. Voilà mes amis, nous avons vu les événements principaux de cette semaine, il y en a eu deux, l'inflation et la rencontre Biden-Xi, et maintenant nous passons à nos sujets traditionnels, comment en profiter s'il y aura un rallye. Donc du coup je pars du principe qu'il y aura le rallye. Donc, c'est mon avis, je partage évidemment. Donc le but de mes vidéos, que je partage avec vous mon point de vue. Actuellement, je n'ai pas de position short, j'ai des petites positions dans le cadre de projets Miner Cash Patrimoine que vous connaissez, surtout si vous êtes abonné à Miner Cash Premium, où nous avons un portefeuille, j'ai commencé à prendre des positions, mais aujourd'hui je n'ai aucune valeur chinoise et je commence à étudier ce marché. Et pour ceux qui sont abonnés, vous allez avoir une deuxième vidéo tout à l'heure où je vais partager quelle action je vais rajouter dans mon portefeuille exactement et pourquoi. Et comment surtout elle va s'inscrire dans la stratégie globale par rapport aux autres actions, répartition, gestion de risque et pondération de risque par rapport au profit potentiel. Voilà, ça c'est nos mises à jour traditionnelles que je publie pour mes abonnés premium. Voilà, donc l'axe d'analyse aujourd'hui que je vous propose, c'est le cours d'action, bien évidemment l'analyse technique comme d'habitude, mais on va le revoir par rapport à la croissance des revenus de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires. Il faut faire attention parce que aujourd'hui nous allons parler des actions étrangères qui font leur bilan en yuan, donc évidemment le cours de change pour nous sera primordial à suivre. Et donc les mêmes statistiques vues en dollars et vues en yuan ne seront pas les mêmes. Donc ça, il faut vraiment faire beaucoup attention, notamment aujourd'hui. Donc je commence par Baidu. Baidu, c'est une entreprise équivalente à Google en chinois en Chine. Donc elle fonctionne principalement sur le marché asiatique, donc Baidu il n'est pratiquement pas utilisé dans l'Europe occidentale. C'est très important de le noter parce que les autres entreprises sont plus internationales. Donc c'est probablement le seul inconvénient que je vois dans cette action Baidu, c'est qu'elle est vraiment axée sur le marché de l'Asie. Donc principalement évidemment la Chine, ce qui est déjà pas mal, c'est sûr, mais dans tous les cas ce n'est pas une entreprise internationale et nous n'utilisons pas tous les jours pour faire de recherche, pour utiliser l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres services. Nous n'utilisons pas Baidu, en tout cas moi je ne l'utilise pas et je ne connais aucune personne en France notamment et en Suisse non plus qui utiliserait Baidu comme leur moteur de recherche principal, contrairement à Google. Donc Baidu c'est, je la vois en tout cas comme une valeur purement chinoise. Et actuellement, vous pouvez voir que le cours d'action se trouve pas à son plus bas, c'est sûr, mais en tout cas très bas par rapport à ses historiques. Donc le plus bas, il a été atteint à 80 $. Aujourd'hui, le cours, quand j'enregistre cette vidéo, il est autour de 108 $. Donc on a remonté pas mal, mais quand même, nous restons très très bas par rapport à son plus haut qui se situait autour de 320 $. Vous imaginez que les personnes qui ont acheté cette action à ce cours-là, ils sont maintenant dans une value quand même impressionnante. C'est important de le noter. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, c'est 2 fois, même 10 fois plus important de noter qu'il y a un disclaimer pour Miner Cash, comme d'habitude, ce n'est pas les conseils d'investissement, je n'ai pas le droit de le faire, j'explique tout simplement mes réflexions que moi je fais personnellement. Donc les valeurs étrangères, notamment les valeurs en provenance des pays, comment les appeler, pas démocratiques, et les pays qui ne sont pas dans l'axe occidental, cela représente un risque. Nous avons vu cela avec la Russie, les actions russes restaient pendant tout au long de leur histoire les valeurs sous-valorisées,
Quelques années avant la guerre en Ukraine, vous auriez pu avoir les valorisations de sociétés comme Gazprom, comme Rosneft, avec les PER à 2, à 3, quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer en Europe. Et comme on voit aujourd'hui que c'était pour des bonnes raisons, parce que cette sous-valorisation, elle intègre une imprévisibilité géopolitique et le risque de pays, comme on l'appelle. Donc si vous avez travaillé dans la finance ou bien dans la gestion de risque pour les fonds de placement ou pour les hedge funds, vous savez parfaitement que ce risque, il occupe sa place entière dans la gestion de portefeuille. Donc aucun gérant, sauf les gérants qui sont spécialisés sur cette région, ne vont pas surexposer sur ce type de valeur parce que ce risque, il est impossible de quantifier. Parce qu'on ne sait pas si la Chine va vraiment attaquer le Taïwan, quelles seront les conséquences. Ce sont des choses qui sont purement politiques et dans le monde de la finance, on ne peut pas les estimer de manière fiable. Donc du coup, ce qu'on fait d'habitude, on alloue une certaine part de son investissement, de son portefeuille global à ces valeurs-là, et en fonction de votre perception, en fonction de votre connaissance du sujet, en fonction de votre perception au risque, évidemment, vous pouvez allouer plus ou moins de pourcentage de votre investissement à des valeurs de ce type où il y a effectivement le risque du jour au lendemain, on se lève, on allume le téléphone, on apprend une nouvelle, qu'il y a une nouvelle guerre qui a commencé, et finalement tout votre portefeuille s'écroule. Et comme ça a été dans le cas des actions russes, que vous pouvez même plus les revendre. Je vous dis, hein, tout en connaissant une cause, j'avais quelques petites positions sur les actions russes. Non, après, heureusement que ça ne m'a pas coûté cher. Et ces actions sont toujours dans mon portefeuille chez Interactive Brokers. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Interactive Brokers, c'est le partenaire du projet Miner Cash. C'est un courtier que je recommande. Vous avez les informations en description de cette vidéo. Pour moi, c'est le courtier le plus fiable et le plus puissant du point de vue d'accès aux différents instruments sur le marché financier. Donc, si vous vous posez la question de changer ou d'ouvrir un compte en bourse, donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder, au moins de s'informer sur ce courtier que moi j'utilise personnellement pour tous mes investissements. Eh bien, sur ce compte Interactive Brokers qui donne l'accès à pratiquement toutes les places mondiales, j'ai acheté à l'époque directement sur le marché russe en rouble les actions qui me paraissaient très sous-valorisées, et heureusement que j'ai bien géré ce risque, et depuis la crise en Ukraine, je ne peux plus les revendre parce que voilà, actuellement, il n'y a plus de possibilités techniques même à cause des sanctions. Donc on peut tout à fait se retrouver dans ces situations avec les valeurs chinoises, il ne faut pas rêver. Donc si ça coûte pas cher, c'est pas parce que les investisseurs sont stupides, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a une imprévisibilité absolument aléatoire. Donc ça peut être une très très bonne idée d'y investir, ça peut être une opportunité du siècle, mais ça peut être au même temps une catastrophe. Donc il faut toujours partir du principe que votre investissement dans ces valeurs-là peut un jour valoir zéro, si jamais les choses tournent mal. Voilà, donc ça c'était un avertissement très très important selon mon point de vue. Je commence par Baidu, et Baidu, on voit que en valeur yuan depuis 2016, la croissance de chiffre d'affaires, elle est impressionnante. On est passé de 15 milliards de yuan à 35 presque milliards de yuan, donc ça a été doublé, donc au niveau de chiffre d'affaires. Donc, impressionnante. On a vu encore plus impressionnant, je pense qu'NVIDIA peut-être c'était encore mieux, mais dans tous les cas, ça montre une résilience, une stabilité de la hausse des profits. Et maintenant, je vais vous montrer comment la devise peut changer la donne. Donc là, si je vous montre ça maintenant en dollars, on voit qu'il y a beaucoup plus des hauts et des bas, donc c'est un petit peu les montagnes russes. Et parfois, il y a eu des années mauvaises, il y a eu de bonnes années. C'est dû à quoi? C'est évidemment dû au cours de change. Voilà, donc ce que nous intéresse, vu que nous gagnons notre argent en devise, soit l'euro, soit le dollar, selon le pays où vous êtes, je pense que rares sont les abonnés Miner Cash qui sont en Chine. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a au moins un qui est en Chine, ça m'intéresserait. Eh bien, en yuan, la tendance, elle est vraiment très ascendante, mais par contre, en dollars, il y a des hauts et il y a des bas. Ça, c'est très important à comprendre que pour nous, c'est les dollars qui comptent, ou bien même plus exactement les euros. Si vous voulez, je peux mettre même un euro, ça va être très intéressant également à suivre. Et pareil, ici, l'image n'est pas aussi rose. De point de vue technique, je vois clairement un potentiel parce que nous avons vu les points bas que l'action a atteint aujourd'hui en 2022. Bon, après, fin 2022, on est passé bien plus bas. Nous avons vu également ces niveaux-là
où l'action a la tendance de s'arrêter pour un petit moment en avril 2020, c'est en pleine crise de Covid, et également en septembre 2019, nous avons vu les cours pareils. Mais c'est justement après le Covid, l'action a fait cette phénoménale ascension jusqu'à 360 presque dollars, pour ensuite rechuter, notamment sur le fond des conflits sino-américains, où les différentes sanctions, les différentes restrictions, notamment sur la industrie des semi-conducteurs qui ont été mises en place, évidemment, ça a dégradé largement le climat économique entre les deux pays. Aujourd'hui, je constate que nous sommes proches à ce niveau, qui se trouve autour de 100 dollars, à partir duquel nous avons souvent les mouvements haussiers qui débutent. Nous avons eu également, comme je viens de dire, les mouvements baissiers très forts qui ont eu lieu à partir de ce niveau-là, mais selon moi, hors l'attaque du Taïwan d'ici quelques semaines, je ne vois pas pourquoi nous devrions rentrer dans cette hypothèse actuellement, parce que pour moi, il n'y a pas de fond fondamental aujourd'hui. Je peux me tromper encore une fois, c'est de la géopolitique, donc dans la géopolitique, on peut rien connaître en avance. Même dans l'économie, on peut rien connaître en avance. La géopolitique, pour nous, à notre niveau, c'est complètement aléatoire. Donc, ce n'est que mes hypothèses qui valent ce qu'ils valent. Donc, aujourd'hui, techniquement, je vois qu'il y a la tentative de rebond, qu'il y a le niveau de support, et c'est le niveau de support que nous pouvons jouer. Donc, surtout si vous êtes moyen terme, je pense que c'est probablement un niveau auquel on peut vraiment réfléchir. Je vous rappelle que MinderCash propose les formations en option. Pourquoi j'en parle? Parce que, pas que pour faire la publicité, comme vous pouvez croire, mais ça aussi, mais principal point fort des options, c'est que si vous allez jouer par exemple cette action via des options call, vous n'avez pas de risque de overnight, comme on dit par exemple. Comme dans le scénario que je viens de décrire, si vous vous réveillez un jour, vous voyez sur votre écran qu'il y a une nouvelle guerre en Taïwan qui vient de commencer, dans ce cas-là, évidemment, toutes ces actions vont tout simplement pas s'ouvrir, à mon avis, ou bien elles vont s'ouvrir à moins 40, moins 50%, vous n'allez pas encaisser cette perte, vous allez tout simplement perdre votre prime. Donc probablement, à moyen terme, c'est plus prudent de jouer les stratégies optionnelles autour de ces niveaux de support puissants. Vous pouvez soit vendre les options put ou soit jouer les call spread. Donc toutes les stratégies qui se valent, mais les stratégies qui ferment par contre votre perte maximale. Par exemple, la stratégie de vente de l'option put ne va pas du tout vous protéger, mais en revanche, si vous achetez les options call, ça va vous protéger. Ça va vous protéger très fortement contre une chute brutale de ces titres. Donc évidemment, si on part du principe que le titre va rebondir, le potentiel est assez intéressant. Nous pouvons aller au moins jusqu'à 130 dollars, voire beaucoup plus. Ensuite, si on dépasse les 160, dans ce cas-là, on peut effectivement répéter encore cette phénoménale ascension du titre. Vous savez, ce qui est paradoxal quand on regarde ce graphique, ici, on a l'impression que c'était une bulle. Mais ce n'était pas une bulle si on regarde les fondamentaux. Les fondamentaux de cette valeur, ils sont très bons. C'est juste que à ce stade-là, l'action, il s'est revalorisé très fortement parce que le contexte il était très positif. Donc il n'y a pas eu vraiment de tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc il n'y a pas eu encore la guerre en Ukraine. Il y a eu la géopolitique, il était nettement meilleur. Et donc du coup, l'action elle a largement profité. Et visiblement, à ce stade, on s'est dit que, tiens, les actions chinoises, finalement, c'est les actions comme les autres, mais attention, il faut toujours faire attention à cela. Maintenant, Alibaba. Aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, et c'est le jour de la publication d'Alibaba, où il a déçu, parce que justement, ces restrictions qui ont été mises en place par les États-Unis sur le secteur des semi-conducteurs, il a impacté leur business de cloud. Donc, en gros, le fondamental était mauvais, et l'action, elle est en train de lâcher 9% et quelques. Donc c'est énorme, mais énorme. Pour ce type d'action, c'est pas spécialement si énorme que ça, parce que les mouvements très brutaux sont assez puissants et fréquents en fait dans ce segment de marché quand vous investissez dans les valeurs asiatiques chinoises très sensibles à la macro. Ici, nous voyons l'image graphique très similaire aussi à Baidu. Alibaba, elle a touché son plus haut autour de 320 dollars à l'époque et il est redescendu jusqu'à 62 dollars. C'était tout récemment encore à la fin de l'année dernière, octobre 2022, en perdant dans le momentum 80% entre son plus haut et son plus bas. Donc c'est impressionnant.
pour les mêmes raisons, évidemment pour les mêmes raisons. Attention, il y a aussi une détail que Alibaba, elle est évidemment pas possédée par son fondateur Jack Ma. C'est pas quelqu'un qui est très proche au parti chinois. Je dirais même plus que ce n'est pas nécessairement qui est très bien aimé en Chine. Donc il a quand même un certain poids politique négatif, on va dire. Et cette action-là, il sera particulièrement sensible aux enjeux internes. Après, il y a eu des discussions, encore une fois, je ne veux pas rentrer en détail parce que c'est pas le sujet que je maîtrise. Finalement, ils se sont retrouvés, il y a eu une histoire autour de la vente de la branche financière qui s'appelle Ant Group, je crois, et qui finalement ça s'est bien déroulé apparemment. Donc Jack Ma, il est toujours là, il est toujours vivant. Mais par contre, Alibaba, ça reste quand même une valeur un petit peu plus sensible parce qu'il n'est pas proche du parti. Ils ne sont pas amis, on va dire, entre Jack Ma et Xi Jinping. Mais cette action, après la chute suite à cette publication négative, elle est ramenée justement le titre pile poil sur son support. Franchement, même si Baidu il tente de repartir, donc Alibaba, elle est vraiment sur son support. Et on peut en profiter, mais cette valeur, elle est encore davantage plus volatile. Je vais revenir maintenant sur mon graphique de cours de bourse par rapport au chiffre d'affaires. Entre 2016 et 2023, le chiffre d'affaires de Alibaba est passé de 35 milliards yuan à 240 milliards, donc c'est beaucoup plus impressionnant que Baidu. J'ai même du mal un petit peu à croire à ces chiffres-là. Je me demande s'il n'y a pas un truc qui cloche. En fait, ce qui est possible, qu'il y a eu une croissance externe, sans doute, à un moment donné, parce que si Alibaba achète une autre entreprise, ça va se rajouter dans son chiffre d'affaires. On ne veut pas dire que c'est une croissance organique qui a fait une telle ampleur. Ça m'étonnerait, franchement, si c'est le cas, alors chapeau. Mais comme ça, vu que je n'ai pas suivi forcément les mouvements des fusions-acquisitions et les rachats de croissance externe pour Alibaba, c'est un petit peu difficile à dire. Au niveau de dollars, on a vu 5 milliards de chiffre d'affaires en 2016 pour 33 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Et cette pente qui est quand même aussi assez impressionnante, mais en tout cas beaucoup plus importante que chez Baidu. Mais je pense encore une fois, ce n'est pas les mêmes bases de comparaison, parce que visiblement Alibaba il était plus agressif dans ses acquisitions. Voilà, maintenant je vais jeter un œil quand même sur GoroFocus. On va regarder très rapidement les scorings, donc 92 sur 100 selon le GoroFocus, mais c'est les ratios de valorisation qui nous intéressent. Donc Forward PI c'est 9, donc on ne verra ça jamais pour Amazon aux États-Unis. Ensuite, EV/EBITDA c'est à 8, et EV/EBITDA Forward c'est à 8,34. Donc en gros, les analystes ne s'attendent pas à une croissance énorme. Au niveau de l'endettement, on a seulement 16% de fonds propres de l'endettement, c'est rien du tout. Interest coverage n'est pas du tout bon. Et Piotrowski F-score presque au maximum. Ensuite, current ratio, donc là je vois franchement il n'y a aucun problème au niveau de ratios fondamentaux. Donc ROIC il est relativement faible à 8,7, mais n'oubliez pas que ce sont des entreprises qui ont en gros CAPEX et investissent beaucoup dans leur croissance. Donc là, c'est Alibaba et Baidu. Je vais voir pour comparer. Donc c'est 79 sur 100, donc c'est un peu moins bon. 11 forward PE. EV/EBITDA, valorisation de l'entreprise, elle est moins chère. Hein. Donc EV/EBITDA forward, non, plus cher forward et actuel moins cher. La dette to equity, il est 39%. Donc un peu plus de dette, et par contre interest coverage bien plus important. Donc pour moi c'est l'interest coverage surtout qui prévale sur le montant de la dette, parce que si la dette est importante mais l'entreprise a largement du cash flow, largement assez de résultats pour le payer, pour moi ce n'est pas un problème. Et Piotrowski score est très élevé également. Voilà, maintenant on va passer sur les autres actions chinoises. Tencent, voilà, c'est une action assez intéressante, c'est dans les médias, c'est un énorme conglomérat médiatique, donc je sais même pas à quoi on peut le comparer, peut-être AT&T, peut-être même pas. Voilà,
Ici, l'image est complètement différente. Nous voyons que en dollars, en tout cas, il y a une chute de profit, donc pas des profits, pardon, de chiffre d'affaires, et l'action, elle reste à des niveaux très bas. Donc c'est peut-être justifié, et cette action, de point de vue fondamental, ne m'intéresse pas spécialement. Je vais quand même jeter un œil sur les fondamentaux avec TME, parce que de toute manière, elle est en décroissance. D'ailleurs, cette action, on en a parlé beaucoup de fois dans le contexte de Metaverse à l'époque. Donc, Go Focus Score 81 sur 100. Ensuite, Forward PE, en plus elle est chère, 17,13. EV/EBITDA, elle est deux fois plus élevée que chez Baidu et Alibaba. Et 9 pour Piotrowski Score. Je sais pas, mon Piotrowski Score, je ne lui fais pas à 100% confiance, j'avoue. Je le regarde à titre d'information, mais comme ça ne m'intéresse pas spécialement. Pourquoi il est valorisé si cher? La croissance n'est pas folle. C'est compliqué. C'est compliqué à dire. Rentabilité n'est pas non plus, bon, il est un peu plus élevé, mais pas forcément très élevé. Bon, bref, en tout cas, dans son état actuel, cette action ne m'intéresse pas. C'est déjà assez évident. Maintenant, nous allons plonger dans le monde des voitures électriques. Et ça, c'est très intéressant parce que les voitures électriques chinoises, elles sont très compétitives. Et c'est un gros problème pour les fabricants européens. Et là, nous allons voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc là, on voit NIO. NIO, c'est un des plus connus, dont on parle très souvent. Donc on voit la croissance depuis 2018, le chiffre d'affaires en dollars, elle est passée d'un demi-milliard à 2 milliards et demi presque. Et maintenant, c'est en décroissance. Après, pourquoi il y a une telle chute de chiffre d'affaires en dollars? Je vais quand même jeter un œil sur les valeurs en yuan. Mais ça devrait pas être très différent quand même. On observe évidemment, c'est pas le cours d'échange qui a fait ce creux, mais c'est bel et bien la perte de vraie perte de chiffre d'affaires. Et donc, on peut dire que cette action, c'est justifié qu'elle se trouve au plus bas, on va dire presque pas historique évidemment, parce que la valeur quand elle est apparue, il a valait beaucoup moins cher, mais par contre, il a perdu quand même beaucoup. Ensuite, BYD, ça c'est vraiment numéro 1 dans les voitures électriques, et ici c'est beaucoup plus rassurant. On voit que la croissance de chiffre d'affaires elle est clairement là, donc vraiment elle est superbe. Et le titre, franchement le titre il n'est pas au plus bas. Le titre s'est corrigé par rapport à ses plus hauts, et nous allons regarder plus en détail l'analyse technique de la société BYD. Ah bah parfait, en plus, tout récemment je n'ai déjà fait apparemment l'analyse et j'ai vu un triangle de point de vue technique. Ce triangle, il a été commencé par un mouvement de hausse boursier, donc une hausse très importante. Et normalement, selon la théorie, que la sortie du triangle devrait se faire dans la même direction par laquelle on est rentré dedans. Donc ça veut dire que si on est rentré par la hausse, donc ça veut dire qu'on devrait ressortir par la hausse. Et on voit que quand même cette entreprise, elle occupe une place à part entière sur le marché des voitures électriques. Et donc le fondamental, il permet de suggérer quand même un mouvement de ce type qu'on pourra peut-être encore toucher le haut, ensuite redescendre et recasser ce triangle par la hausse. Donc pour moi, techniquement, cette valeur, elle représente un intérêt. Et le pire des cas, en fait, on devrait retomber uniquement sur des niveaux qui sont très proches à des niveaux actuels. Donc notre risque, normalement, encore une fois, selon pure l'analyse technique, n'est pas énorme. Voilà, donc cette valeur me paraît quand même particulièrement intéressante dans le segment des voitures électriques. Pour les plus petites valeurs, je vais regarder quand même purement l'analyse technique. Le segment des voitures électriques en Chine, elle est très riche, donc on a également Li Auto, qui est pas du tout sur ses plus bas, même presque l'inverse. Donc Li Auto, maintenant, il est proche de ses plus hauts. C'est très rare, on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est ne pas surprenant de voir les ventes littéralement exploser pour Li Auto. Bon, Li Auto, c'est principalement des 4x4, des 4x4 assez haut de gamme, comme vous pouvez le voir. Eh bien, là, apparemment, leur business va très très bien, et on voit ça sur le chiffre d'affaires. Ensuite, je vais quand même jeter un œil parce que c'est vrai que la croissance elle est très forte, donc peut-être que ça vaut le coup de faire un tour d'un Go Focus également. Donc là, 53 sur 100, donc, mais par contre, la croissance, vous pouvez voir, elle est juste gigantesque. 430% donc, sur 3 dernières années. On a juste la folie. Et elle est valorisée très cher, Forward PE 36.
et EV/EBITDA elle est chère, donc c'est une valeur qui est très très chère tout simplement. Donc la dette 21%, il n'est pas énorme, la rentabilité elle est très élevée, donc c'est vraiment avoir une rentabilité pour un constructeur d'automobile à 16,6%, c'est quand même quelque chose qu'en Europe on aura du mal. Franchement, c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est une valeur qui me paraît vraiment extraordinairement bonne. Xpeng. Xpeng, c'est assez intéressant parce que le chiffre d'affaires repart, mais par contre, le cours de bourse n'est pas encore reparti. Et c'est bien ces cas-là qu'on veut détecter, parce que j'ai l'impression que sur Xpeng, ce n'est pas encore trop tard. À moins que ce mouvement s'est réalisé dans un contexte des profits non récurrents, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, je vois, en regardant purement ce graphique, cette valeur comme une valeur opportunité. Donc maintenant, je vais regarder purement l'analyse technique pour juste me concentrer sur, sur les mouvements du trading. Là, nous pouvons constater que le fond il a été touché à 7 $, seulement 7,5. Aujourd'hui, nous sommes à 16. Et l'action, elle monte très fort, bon, évidemment avec beaucoup de volatilité. Et actuellement, le cours, il se trouve au-dessus de ces 3 moyennes mobiles que je surveille. Donc, cela veut dire que c'est vraiment un mouvement très haussier. Et le potentiel de hausse, si on regarde les historiques, il est quand même au moins de 18-20 $. Donc ça, c'est pas loin, ça fait pas rêver. Mais par contre, le plus haut a été enregistré à 73. Là, c'est quand même complètement autre chose. Donc si on arrive à répéter le succès de novembre 2020, dans ce cas-là, effectivement, nous pouvons espérer d'avoir des gros profits. Voilà, le profil des voitures Xpeng, c'est les voitures de luxe apparemment, ce n'est pas que des 4x4, ce sont des berlines. Et là, on peut voir que c'est tout à fait compétitif. Déjà au niveau de la présentation par rapport à des véhicules occidentales, c'est pour ça que je dis à chaque fois que même les voitures allemandes, elles ont vraiment de concurrents qui sont très puissants côté Chine. Mais encore une fois, pour y investir, il faut être courageux parce que vous investissez quand même dans un pays où il y a une imprévisibilité politique très importante. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donne une idée comment on pourrait effectivement jouer le rebond des marchés à la fin d'année, qui peut-être déjà être en train d'être entamé. Les actions chinoises pour moi c'est un choix intéressant dans le sens où ces actions ont toujours beaucoup de potentiel, elles ont beaucoup chuté, donc du coup si le rebond se confirme dans ce cas-là, ils peuvent rebondir extraordinairement vite et avoir des performances beaucoup plus importantes que les actions occidentales. Et après, évidemment, il faudra gérer les risques. Surtout, jamais aller avec des grosses sommes en pourcentage dans votre portefeuille, les sommes qui sont pour vous très importantes. Donc, vous devez toujours vous rappeler qu'en investissant sur les valeurs asiatiques, notamment les valeurs dans les pays comme la Chine, comme la Russie, où il y a encore une fois ces risques géopolitiques, vous pouvez perdre purement et simplement tout votre investissement. Voilà mes amis, n'oubliez pas de mettre en like, partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Miner Cash la semaine prochaine ou à très bientôt pour mes abonnés premium pour lesquels il y aura une vidéo tout à l'heure. Nous allons faire un choix parmi la liste que je viens de vous présenter. Allez, à très bientôt. Bye bye.